Bonjour, Gabriel Dort, ici présent, et moi-même David Dohat, sommes chercheurs au laboratoire Ethics et membres de la chaire éthique, technologie et transhumanisme. Et dans le cadre du lancement de notre séminaire annuel dédié aux questions que soulève le transhumanisme, mais également toutes les technologies émergentes et aux enjeux éthiques et sociétaux qu'elles posent, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Bernard Hubert. Bonjour Bernard. Bonjour. Donc vous êtes philosophe, directeur de recherche au CNRS et membre du Centre de recherche politique de Sciences Po à Paris. C'est ça. Voilà, alors nous avons peut-être une première question pour lancer la discussion. Vous êtes spécialisé dans le domaine de l'évaluation technologique participative. De quoi s'agit-il et pourquoi vous êtes-vous intéressé à ce sujet? D'accord, donc c'est un mot un peu technique, évaluation technologique participative. On a l'impression que c'est une affaire compliquée, mais c'est très simple. Si vous prenez par exemple une conférence de citoyens sur les organismes génétiquement modifiés, c'était les premières choses sur lesquelles j'ai travaillé. Quand je passais ma thèse, c'était dans les années 2000, donc on a eu les premiers débats en France. C'est la première fois qu'on a associé des citoyens et des experts pour faire tout le tour de la discussion sur les OGM, en partant de la biologie, en passant par le droit, l'éthique, les politiques publiques, l'économie. Et vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, avec une convention citoyenne pour le climat, eh bien, on retrouve un peu le même type de configuration, même si on a pris beaucoup plus d'ampleur. On n'a pas 15 citoyens, là on en a 150 qui sont tirés au sort. Et puis on ne va pas travailler que sur 3 week-ends, on va travailler sur 6 week-ends, 6 fois 3 jours. Et puis ce qui est tout à fait nouveau, c'est que pour une fois, on a la décision publique au plus haut niveau qui est directement associée. Enfin, c'est indépendant, dans l'organisation il y a un comité de gouvernance, c'est sûr, mais il y a un intérêt qui sera beaucoup plus important, alors que les expériences d'évaluation technologique participative, on en a eu en Europe pendant ces 30 dernières années, beaucoup, et on a inventé plus d'une 50aine de dispositifs pour pouvoir organiser des discussions avec des citoyens, des experts. Alors, peut-être juste avant de rentrer dans le détail un peu de ces dispositifs, qui sont ces citoyens qui sont mobilisés sur ces débats publics? Qu'est-ce qui les différencie des experts? C'est-à-dire, il y a l'air d'avoir 2 catégories, experts et citoyens. Comment ces catégories sont... C'est qui ces gens? Alors, en général, dans ces dispositifs, ce qu'on veut, c'est avoir, entre guillemets, des citoyens ordinaires. Certaines fois, en France, on les a voulu très neutres. Dans les premières conférences de citoyens, on a parlé de citoyens candides. Il y a d'autres pays où, au contraire, on veut des citoyens peut-être un peu même engagés, d'une certaine façon. Mais on se débrouille chaque fois pour avoir une sorte de réduction, mais ce n'est pas tout à fait vrai démographiquement, mais une petite réduction de la société. On veut que ce soit pluraliste du point de vue des critères socio-démographiques. Et alors, il se différencie des experts, c'est-à-dire que la question dont on va parler, c'est souvent une question très compliquée ou très complexe, dans laquelle on a besoin d'experts en économie, d'experts en sciences, ça dépend quelle science, ça dépend de quoi on parle. Vous avez parlé du transhumanisme, il faudrait par exemple des médecins pour parler de cela. De temps en temps, on demande des experts en philosophie morale ou en philosophie politique. On va parler de la justice, on va parler de choix fiscaux, donc c'est important de ne pas avoir simplement des économistes. Vous aurez des juristes, et donc ce qui est assez original dans ces dispositifs, c'est que c'est souvent des citoyens donc, qui sont accompagnés, mais qui sont un peu les maîtres du temps, les maîtres de l'avancée de ces conférences, et c'est eux qui vont chercher les experts, c'est eux qui leur posent des questions, donc ils les font sortir de leur façon habituelle de travailler. C'est redoutable, c'est compliqué pour un expert de devoir parler à des citoyens qui posent des questions qui ne sont pas les questions qu'on se pose habituellement dans la discipline. Alors justement, ce type de dispositif existe depuis une trentaine d'années. Voilà, 2-3 décennies, donc c'est assez récent. On faisait autrement auparavant, le politique s'adressait directement aux experts, ne demandait pas toujours nécessairement l'avis des citoyens. Comment est-ce qu'on en est venu à la mise en place de ces dispositifs? Quelle est la culture qui a généré, je dirais, cette mode? D'abord, est-ce que c'est une mode ou est-ce que c'est un changement profond de la façon dont on prend des décisions en démocratie en sollicitant le citoyen comme ça? Alors il y a plusieurs choses dans votre question, mais c'est sûr que dans un premier temps, je pense que si on est allé chercher des citoyens, c'est de façon complémentaire. C'est-à-dire on n'a pas changé du jour au lendemain la façon de faire la politique. On aura toujours des institutions spécialisées dans lesquelles vous avez des scientifiques qui travaillent à l'aide ou qui travaillent pour la décision, pour les politiques publiques. Il y a des instances qui sont faites pour cela. Il y a toujours, dans certains pays, par exemple comme la Suisse, de démocratie directe, où des citoyens directement peuvent proposer une initiative ou un référendum pour savoir si on continue à faire des OGM ou pas faire des OGM, pour prendre cette question-là.
Mais il y a une tendance qui est beaucoup plus générale en politique, c'est cette question de l'intérêt ou le désintérêt des citoyens pour la politique. Alors en sciences politiques, il y a des gens qui sont très sceptiques par rapport aux citoyens, à la volonté ou au désir des citoyens de faire plus de politique, de s'engager davantage. Il y a des politistes qui pensent que les citoyens sont très cyniques, ne sont pas du tout intéressés à faire de la politique et de temps en temps ils votent, point, c'est tout. On appelle ça la démocratie furtive. Et puis, il y a d'autres personnes qui pensent qu'au contraire, si vous offrez des possibilités aux citoyens de s'engager, ça peut les intéresser. Et en tout cas, une expérience comme celle de la Convention citoyenne, mais moi je l'ai vu dans plein d'autres expériences, les États généraux de la bioéthique, la grande conférence pan-européenne sur les recherches sur le cerveau de 2005-2006, les citoyens en général qui acceptent de venir dans ces types d'expériences, qui sont des expériences très exigeantes, hein. Si vous devez prendre 6 week-ends, c'est très long. Eh bien, ils sont très contents d'être là, ils prennent très à cœur leur rôle et ils vont très loin dans les questions qu'ils peuvent poser, qui sont souvent des questions de bon sens. Alors, toutes ces choses-là, aujourd'hui, je crois que le grand art qu'il faudra avoir, c'est de savoir quel est le bon dosage entre ces différentes choses du point de vue institutionnel. Quelle est la place de cette nouvelle chose qu'on invente aujourd'hui, mettons, la convention de citoyens ou le groupe de citoyens. Alors, vous voyez bien que c'est plus organisé qu'un débat anarchique complètement flou qui est organisé sur un rond-point ou ailleurs, ou alors même un débat à l'Assemblée, certaines fois on discute peu, finalement les positions sont quand même très tranchées. Là on est une espèce de chose nouvelle à laquelle il faudra donner sa place. Vous dites que les politiques sont très cyniques, mais il y a aussi un certain nombre de citoyens qui sont assez cyniques aussi par rapport à ces processus, oui, qui pensent que c'est une façon pour le politique de reporter le moment de certaines prises de décision importantes. Hein. On peut entendre ce type de critique par rapport notamment à la Convention citoyenne. Oui. Il y en a d'autres qui soulignent que c'est faire porter une responsabilité beaucoup trop lourde sur des citoyens qui vont devoir proposer des pistes de décision qui vont avoir un impact sur l'ensemble de la société. Donc, quel est votre avis par rapport à ça? Parallèlement à ça, est-ce que, en même temps, c'est un peu symétrique de ce que tu viens de dire, est-ce que ça ne redistribue pas profondément les relations entre citoyens et experts dont on parlait tout au début, avec des citoyens qui deviennent experts de, en tout cas, ce qui les concerne, et qui sont libres de déterminer ce qui les concerne et comment ça les concerne. Alors, j'oublie pas votre question, mais je vais d'abord répondre à la vôtre. Effectivement, ça pose un premier problème, mais ça, je l'ai vu déjà à partir des années 2000, où on a fait les conférences de citoyens. Je me disais, ces citoyens qui ont participé à un débat pendant 3 week-ends, qui ont entendu des experts de haut niveau, qui ont eu leur esprit très ouvert à des questions qu'ils ne connaissaient pas, qui se sont confrontés à des gens qui n'ont pas du tout le même avis qu'eux. Je ne parle pas des experts, mais entre citoyens, comme c'était des panels, bien sûr, il y avait d'énormes dissensions. Eh bien, ce qu'il y a de très intéressant, la question que je me posais, c'est mais qui sont-ils? Que sont-ils devenus par rapport à ceux qui sont la grosse majorité, l'écrasante majorité qui sont dehors et qui n'ont pas fait partie de ce panel, qui sont ces gens qui n'ont pas été exposés au même type de savoir. Le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on a des savoirs qui sont très bons et des savoirs qui sont des contre-vérités. Et donc, c'est très difficile. Et donc, je veux dire, on assiste à la création d'une sorte de super citoyen. Donc, peut-être que par rapport à la démocratie générale telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, ça pose déjà un problème. Mais vous pouvez voir les choses très différemment en disant... ce qui nous intéresse, c'est de savoir si, quand on est dans un dispositif dans lequel on essaye au maximum de faire valoir tous les points de vue, d'avoir l'information de meilleure qualité, d'avoir une information pluraliste, c'est quand même capital d'avoir une information pluraliste et pas trop biaisée, à quel type de décision est-ce qu'on pourrait arriver? Ça pourrait être intéressant, pas simplement pour la science, mais savoir jusqu'où une démocratie peut aller, parce qu'on pourrait dire que c'est une démocratie augmentée. Moi, j'avais titré un ouvrage en parlant de démocratie génétiquement modifiée. Alors, avec 2 interprétations possibles du titre. La première qui était une interprétation un peu cynique, en disant, bah oui, c'est génétiquement modifié parce qu'on ne sait pas où on va, c'est un ersatz de démocratie. Si vous avez un avis négatif pour les OGM, ça va encore très bien avec cette interprétation. Ou au contraire, c'est une forme de démocratie augmentée parce que vous donnez beaucoup plus d'informations et vous exposez le citoyen à beaucoup plus de pluralisme et il doit sortir beaucoup plus de justifications pour dire hey, c'est vraiment ça que je crois, ah oui, je peux éventuellement changer d'avis. Une démocratie dans laquelle on ne changerait pas d'avis, ce serait quand même redoutable. Alors avec votre première question, quand je disais que les politiques étaient cyniques, je ne disais pas les politiques, je disais les politistes. En fait, les gens qui font de la théorie politiste, il y a parmi les gens, parce qu'il y a toutes sortes de gens, des gens qui ne sont pas cyniques dans le sens... non, mais qui relèvent le cynisme des citoyens,
qui sont critiques. Il y a des livres qui ont été écrits du genre « La démocratie contre elle-même », c'est-à-dire des citoyens qui pourraient, alors là c'est plutôt mon point de vue, je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont incapables d'accepter un niveau zéro de la vie démocratique qui est d'accepter le pluralisme, c'est-à-dire d'accepter de devoir affronter des gens qui n'ont pas le même avis que vous. Alors, notre dernière question, parce qu'il est déjà temps de conclure. Est-ce que vous avez vous-même été citoyen dans un panel est-ce que vous avez expérimenté vous-même ce sur quoi vous travaillez? Non, j'ai jamais été citoyen, mais par contre, j'ai assisté à des dispositifs très très différents les uns des autres. Et ce que j'ai trouvé aussi très intéressant par l'analyse d'une trentaine de réunions d'initiatives locales dans le cadre du grand débat national, c'est de voir l'inventivité des gens, qui ne sont pas forcément des gens qui sont des institutions spécialisées de l'organisation des débats, pour réfléchir ou travailler autour de la décision collective. Parce que la démocratie, si on voulait la réduire à une définition minimale, ce serait de dire c'est un mode de décision, de choix collectif. Et l'avantage qu'il a par rapport à beaucoup d'autres modes, c'est qu'il accepte sa critique, son autocritique. C'est pour ça que la démocratie, c'est une machine à décevoir d'une certaine façon, mais c'est la seule qui vous permet d'avoir un avis différent. Et donc, j'ai été lié, mais j'ai jamais dû organiser. Il y a beaucoup de chercheurs qui sont impliqués dans l'organisation de ces procédures-là. Moi, j'ai toujours voulu avoir un rôle d'observateur de l'extérieur, même si j'avais ma petite idée sur savoir comment éventuellement on pourrait mieux organiser, développer, approfondir les choses. Mais enfin, c'est un pôle d'observation tout à fait passionnant. Et ce qui m'intéressera beaucoup, ce sera le pas suivant, c'est-à-dire si on institutionnalise ce type de convention, comment est-ce qu'on reventilera, réorganisera la responsabilité des uns et des autres dans donc, le dispositif institutionnel. Et puisqu'on parle de transition écologique qu'on veut, disons, équitable ou juste, eh bien, par rapport à l'environnement, personne n'est irresponsable. On a tous des parts de responsabilité, mais ce sont des parts de responsabilité qui sont différentes, qui sont à prendre et qui sont différentes, des capacités qui sont différentes. Et tout l'art, ce sera à partir de la Convention, mais même au niveau de l'organisation internationale, puisque c'est un débat ou un combat international, savoir avoir la créativité pour avoir le partage le plus responsable des responsabilités. Bien, Bernard, merci beaucoup d'être venu nous rendre visite à l'Université catholique de Lille. Nous vous souhaitons bonne continuation dans vos recherches et nous vous disons à une prochaine fois pour une prochaine vidéo avec l'un de nos prochains invités. Merci à vous.